Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment prendre en compte les crypto-monnaies dans sa déclaration de revenus. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par Clément R. Bonjour Clément R. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau. Vous êtes avocat fiscaliste au sein du cabinet Orwell Avocat. Effectivement, quand on remplit sa déclaration de revenus, qui a pour but de calculer ensuite l'impôt que l'on va payer sur le revenu, on y déclare ses revenus en CDI, ses revenus en indépendant, mais aussi ses revenus financiers et les revenus que l'on a pu avoir de cession de cryptoactifs, par exemple, ou de détention de cryptoactifs, doivent également figurer dans cette déclaration de revenus. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on intègre ces revenus ces revenus crypto, dans sa déclaration? Oui, bien sûr. Alors d'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, dans le cadre de la déclaration de revenus, il faut prendre en compte les revenus qu'on a dégagés sur les cryptoactifs. Donc, il y a plusieurs types de revenus. Le principal, ça va être les plus-values qu'on a réalisées sur des cessions de cryptoactifs. D'accord. Donc là, depuis 2019, on a un régime qui est assez clair, même si assez complexe. Et ce régime prévoit que toute cession d'actifs numériques doit donner lieu à une déclaration et au paiement d'une plus-value soumise à ce qu'on appelle la flat tax. D'accord. 30%. Donc, j'achète des crypto-monnaies ou des crypto-actifs, je réalise une plus-value entre le moment de l'achat et le moment de la cession. Il y a une flat tax qui est automatiquement appliquée sur cette plus-value et je la déclare dans ma déclaration de revenus. Alors, pas automatiquement, dans le sens où c'est vraiment au contribuable de calculer sa plus-value. D'accord. Et le régime est un peu complexe parce que les modalités de calcul sont un peu différentes de ce qu'on connaît et ça implique de prendre en compte, par exemple, la valeur globale du portefeuille. Une autre particularité, c'est aussi que c'est seulement certaines cessions qui sont imposables. Ça va être les cessions d'actifs numériques contre une monnaie fiduciaire ou contre un bien ou service. Si par exemple je prends des cryptos et j'achète, je ne sais pas, mon café le matin à la boulangerie, techniquement je dois déclarer une plus-value au moment de l'achat. D'accord, donc il faut l'avoir en tête dès qu'on utilise potentiellement des cryptos. Exactement. Si on est détenteur de cryptoactifs, puisqu'il faudra le déclarer à la fin. Exactement, donc il faut faire attention. Et alors, dernière petite question sur ce régime général, entre guillemets, si j'achète des cryptos, mettons par exemple de l'Ethereum, mais que je l'ai acheté en Bitcoin, que je revends mon Ethereum et que j'ai une plus-value en Bitcoin, mais que je ne l'ai pas repassé ensuite en euros ou en dollars, est-ce que je dois déclarer une plus-value? Non, alors effectivement, il y a un sursis d'imposition pour toutes les opérations crypto-to-crypto. Donc si on prend l'exemple, on fait une conversion Ether contre USDC, là on ne déclare aucune plus-value. D'accord. C'est vraiment uniquement en cas de cession contre une monnaie fiduciaire ou l'achat d'un bien ou d'un service. Quand ça revient dans l'économie réelle, entre guillemets, que là, on le déclare. Alors, si on regarde un petit peu l'actualité crypto de ces derniers mois, il y a eu plusieurs questionnements, plusieurs remous, notamment avec l'affaire FTX, mais avant ça, autour de Terra Luna, ce qui a mené au gel, parfois, des avoirs de certains utilisateurs par des plateformes. Alors, ça a parfois duré quelques jours, quelques semaines. Certains gels sont toujours en cours. Est-ce que ça a une incidence dans les déclarations que des résidents fiscaux français peuvent avoir à faire dans leur déclaration de revenus? Alors oui, l'année 2022 a été assez mouvementée et assez rouge pour les contribuables. On a eu souvent la question, est-ce que par exemple le gel des avoirs de FTX ou le gel des retraits a des conséquences fiscales ou non? Alors en réalité, le simple gel des retraits n'a aucune conséquence fiscale. D'accord. Comme je l'ai précisé avant, les seules cessions imposables sont cessions contre monnaie fiduciaire ou bien au service. Et là, il ne se passe rien du tout. Par contre, il y a différents... Comme ça reste en crypto, même si c'est gelé, effectivement, ça n'a pas d'incidence particulière. Exactement. Par contre, il y a différentes considérations pratiques à avoir. La première, c'est que les contribuables qui sont impactés peuvent avoir des difficultés pour, par exemple, avoir l'accès à leur historique, parce qu'ils n'ont plus accès à leur compte FTX. Et du coup, pour déterminer, par exemple, la valeur globale du portefeuille, ça va être un problème. Ensuite, mais ils ont quand même besoin d'avoir cette valeur globale dans la déclaration de revenus, même s'ils n'ont pas à la déclarer, D'accord. Il y a une annexe à fournir, la 2086, où on doit préciser justement les modalités de calcul de la plus-value. Et il y a un autre point essentiel, vu que, encore une fois, comme je le disais, il faut prendre en compte la valeur globale du portefeuille, pardon. D'accord. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut prendre en compte les cryptos qui sont gelés, entre guillemets, ou non, dans la valeur globale du portefeuille? Si on les prend en compte, bon, il y aura très peu de conséquences, mais si on ne les prend pas en compte, du coup, ça va venir réduire la valeur globale du portefeuille et donc potentiellement, en cas de fait générateur d'imposition, la plus-value imposable. Et alors, est-ce qu'on les prend en compte ou non vis-à-vis de l'administration fiscale? La question reste ouverte, elle n'est pas encore tranchée. On n'a pas eu de prise de position de l'administration, donc la question n'est pas tranchée.
c'est vraiment au contribuable de faire le choix. Sachant que aujourd'hui, pour être sûr de bien comprendre, quand on parle de portefeuille crypto, ça veut dire l'intégralité des cryptoactifs détenus par une personne qui peut être sur plusieurs plateformes et donc qui peuvent avoir une plus-value effectivement assez facile à calculer sur une plateforme française et un sujet sur une plateforme qui aura gelé les avoirs par exemple. Et c'est là où le montant global des avoirs peut être plus compliqué à calculer. Exactement. Et c'est ce qui est souvent compliqué pour calculer la plus-value imposable, c'est de retrouver justement toutes les informations nécessaires. Et alors si là aujourd'hui on est concerné par des avoirs gelés sur une plateforme, que ce soit le gel des retraits ou le gel des avoirs, on n'a donc pas de réponse sur est-ce que je les prends en compte ou je ne les prends pas en compte. En fait, non, on va essayer et on verra bien ce que répondra l'administration fiscale. Il n'y a pas de piste à ce stade. D'accord. De toute façon, il n'y aura pas de mauvaise foi au cas présent, donc ça va être compliqué d'être sanctionné. Et après, je pense qu'il y a aussi un autre point intéressant qui peut être relevé. Il y a beaucoup de contribuables qui ont été, entre guillemets, assez malins et qui ont généré justement une opération imposable à la fin de l'année, parce que forcément le marché était rouge et ils ont déclaré une moins-value qui pourrait potentiellement s'imputer sur les plus-values réalisées en début d'année. Donc en faisant la petite opération, ils ont justement optimisé leur fiscalité. Ils ont profité d'un moment un peu plus complexe pour les cryptos en fin d'année 2022. Ça, c'est pour les crypto-monnaies ou crypto-actifs. On a également un certain nombre d'épargnants qui détiennent des NFT. Est-ce qu'ils sont traités de la même manière que les crypto-actifs quand on fait une déclaration de revenus en vue de payer des impôts sur le revenu ? Alors, les NFT, c'est un peu complexe parce que c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de catégorie homogène de NFT. Un NFT peut être, entre guillemets, tout et n'importe quoi. D'accord. On peut avoir, par exemple, des NFT qui représentent simplement une preuve d'authenticité ou de détention. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il faudra garder plutôt la fiscalité du sous-jacent. Par contre, si on a un NFT qui a une valeur intrinsèque, la question qui va se poser, c'est est-ce que ce NFT rentre dans la catégorie des actifs numériques ? Si oui, dans ce cas-là, on respecte le régime des actifs numériques. Si c'est par exemple un achat d'un NFT avec des crypto-monnaies, aucune conséquence. On prendra en compte les NFT pour le calcul des plus-values sur actifs numériques. Bien sûr. Par contre, si ce NFT ne rentre pas dans la catégorie des actifs numériques, là, il y aura un problème qui va se poser. Le premier, ça va être, dès que j'achète un NFT avec une crypto-monnaie, ça va constituer un fait d'imposition. D'accord. Et le second problème, ça va être quelle catégorie d'imposition pour ce NFT. Et donc là, ça sera encore une fois du cas par cas selon les droits associés au NFT. Du cas par cas avec des réponses quand même associées aux différents cas ou avec des incertitudes comme on l'a vu sur le gel des avoirs ? Un peu des deux. Un peu des deux. Ça dépend vraiment du NFT en question. Et par exemple, alors parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé dans cette émission, pour tous les NFT qui tournent autour du monde de l'art, des œuvres d'art vendues en NFT, là, la fiscalité qui s'applique, c'est une fiscalité des cryptoactifs ou liée aux œuvres d'art ? Alors si par exemple, encore une fois, c'est une œuvre d'art numérique, d'accord, dans ce cas-là, ce régime a du mal à s'appliquer parce qu'on a une définition fiscale des œuvres d'art assez éloignée de l'œuvre d'art numérique. D'accord. Par contre, si le NFT vient juste authentifier une œuvre d'art, physique par exemple, effectivement, on pourrait rentrer dans le régime en question. Donc même quand on parle d'œuvres d'art ou de NFT en lien avec les œuvres d'art, là aussi il y a du cas par cas. Exactement. Et j'imagine que si jamais c'est un artiste vivant connu pour un travail dans un premier temps qui s'est mis au NFT, l'application du droit ne sera pas la même que si c'est un artiste connu uniquement pour ses NFT. Oui. Si on reste sur ce sujet de déclaration de revenus, il y a d'autres revenus entre guillemets qui peuvent être issus d'investissements ou en tout cas d'exposition aux crypto-monnaies, crypto-actifs ou même au Web3. Je pense notamment au stacking ou au lending. On n'aura peut-être pas le temps de tout traiter. Comment est-ce qu'on traite ces revenus, entre guillemets, liés aux activités du secteur des crypto-actifs ? Alors, si on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'être précis, mais il faut juste avoir en tête que tous ces revenus ne rentrent pas dans le régime des plus-values sur actifs numériques. D'accord. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut chercher la catégorie d'imposition applicable. Elle existe ? Elle existe. D'accord, vous nous rassurez. Ouais. Un des principes fondamentaux en fiscalité, c'est que ce type de revenus, en réalité, ils sont imposables non pas lors de leur cession, mais lors de leur réception. Donc si maintenant je fais du staking et que je reçois à chaque fois des crypto-monnaies pour mon activité, je suis imposable à chaque fois lors de la réception. D'accord, et je vais devoir déclarer ces revenus. Alors même que je ne les ai pas transformés en monnaie fiduciaire, comme on le disait tout à l'heure. D'accord. Exactement. Et donc, généralement, pour le staking, on applique ce qu'on appelle le régime des BNC, bénéfices non commerciaux, catégorie un peu balai, qui permet justement de mettre tous les revenus qui n'ont pas une catégorie propre dans la déclaration de revenus.
Et alors, petite question pour finir, effectivement, quand on a des revenus issus, par exemple, d'une activité ou d'une autre dans le monde des cryptoactifs, est-ce qu'on est considéré automatiquement comme un professionnel des cryptoactifs ou est-ce qu'on peut rester est-ce qu'il existe un statut particulier qui touche des revenus en lien avec des activités dans les cryptoactifs comme il existe pour d'autres activités? Alors, c'est une question qu'on a très souvent au cabinet. Et donc, en principe, le régime des plus-values sur actifs numériques est applicable uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. D'accord. Mais par contre, dès qu'on rentre dans le cadre d'une activité pro, si par exemple on a un vrai trader, potentiellement on sort de ce régime. Et donc là, c'est beaucoup plus complexe et l'imposition est aussi plus lourde. Et vraiment, pour faire la distinction entre les deux, on a des critères qui sont quand même assez précis. On va regarder plutôt des critères quantitatifs et des critères qualitatifs. Donc des niveaux de revenus, par exemple, qu'on aurait pu générer? Quantitatif, ça va être par exemple volume de trade, ça va être nombre de transactions, durée des positions. Et après, par contre, les critères qualitatifs, ça va être par exemple l'expertise de la personne, les outils à disposition, les compétences, ce genre de choses. Mais il faut aussi avoir en tête que ça reste vraiment exceptionnel d'être requalifié en tant que professionnel. Pour rassurer, les gens qui nous écoutent, même s'ils vont devoir faire, à mon avis, quelques recherches pour bien être sûr, effectivement, qu'ils sont bien dans les bonnes cases en lien avec les revenus qu'ils peuvent générer des crypto-monnaies, crypto-actifs. Merci beaucoup, Clément R, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste au sein du cabinet Orwell Avocat. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.